On l'habilla de soie blanche, mais son cœur était noir. Devant le miroir froid du château de Grimwald, Isabeau se regarda une dernière fois en silence. Elle n'avait que 17 ans, mais ce jour-là, elle devait épouser un roi de 70 ans, un homme qu'elle n'avait vu qu'une seule fois, depuis le fond d'un carrosse, et qui portait déjà la mort dans les yeux. Le mariage n'était pas un choix. C'était un pacte, une dette de sang, une guerre évitée grâce à un ventre de jeune fille. Le royaume d'Ibelin, affaibli, avait cédé Isabeau comme on cède un bijou en gage de paix. Sa mère avait pleuré en silence. Son père avait signé avec la main qui avait autrefois conduit des armées. Personne ne lui avait demandé son avis. Elle était belle, bien trop belle, et c'était sa malédiction. Le roi Almaric III d'Orval était un vieil homme que l'on ne voyait plus qu'en chaise roulante, à peine capable de soulever sa coupe. Ses doigts tremblaient, sa voix n'était plus qu'un râle. Mais il lui fallait une reine, une dernière alliance pour légitimer un héritier contesté et apaiser les barons. Isabeau serait cette reine. Elle serait couronnée dans une salle glaciale avec des cierges funéraires et des regards vides. La cérémonie eut lieu au crépuscule. Le roi, soutenu par 2 servants, posa maladroitement une bague sur le doigt d'Isabeau. Elle n'osa pas pleurer. À l'extérieur, la foule acclamait l'union comme une victoire. À l'intérieur, c'était un enterrement. Dès la première nuit, le destin d'Isabeau bascula. Le roi ne la toucha pas. Il ne le pouvait pas. Il la regarda longuement et dit une phrase étrange. « Tu es plus précieuse que tu ne le penses. Reste vivante. » Puis il tourna la tête et sombra dans un sommeil profond, comme s'il fuyait lui-même sa propre royauté. Dans les jours qui suivirent, Isabeau apprit les lois cruelles de la cour. Elle n'était qu'un pion, un ornement doré, mais déjà les rumeurs couraient. Certains disaient qu'elle était enceinte, une absurdité. D'autres, plus audacieux, murmuraient qu'elle préparait quelque chose. La vérité, c'est qu'Isabeau ne savait plus qui elle était. Chaque nuit, elle écrivait une lettre secrète. À qui? Même elle ne pouvait le dire. Un soir, en traversant une galerie interdite, elle entendit 2 voix chuchoter. Elle reconnut celle du conseiller Cerdan, le bras droit du roi. L'autre, plus grave, lui était inconnu. Il parlait d'un testament, d'un changement de succession, d'un danger, si la reine venait à découvrir le secret. Isabeau se figea. Était-ce elle, ce danger? Ou portait-elle en elle une vérité qui, sans le savoir, menaçait un royaume entier? Le roi mourut 3 semaines après leur mariage. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Isabeau, veuve à peine adulte, fut enfermée dans la tour d'Estam pour respecter le deuil royal. Mais elle comprit vite. Ce n'était pas une tradition. C'était une cage. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que derrière les murs de cette tour, quelqu'un l'observait, quelqu'un qui savait ce qu'elle cachait, même si elle l'ignorait elle-même. Et ce secret, ce dernier secret, allait tout changer. Pas seulement sa vie, mais l'histoire entière du royaume d'Orval. La tour d'Estam ne donnait sur rien, sauf un morceau de ciel et un jardin désert. Pendant 13 jours, Isabeau n'eut d'autre compagnie qu'un silence oppressant et des repas passés sous une porte de fer. On ne lui parlait plus. Elle était veuve et désormais inutile. Mais au fond de sa cellule dorée, Isabeau se souvenait de cette nuit, de cette phrase du roi. « Reste vivante. » Comme un avertissement, comme un aveu. Un matin, la cloche du monastère sonna plus tôt. Par la fenêtre haute, elle vit passer une silhouette encapuchonnée, qui ne portait pas la livrée des gardes royaux. Peu après, une lettre glissée sous sa porte. Pas un mot, juste un symbole. Un lys noir cousu sur du velours. Elle faillit crier, mais quelque chose en elle lui ordonna le silence. Ce symbole, elle l'avait vu une fois, enfant, dans un vieux grimoire qu'on lui avait arraché aussitôt. Le lys noir, emblème d'une lignée maudite, interdite. La nuit suivante, un passage secret s'ouvrit dans sa chambre, derrière une tapisserie. Une main surgit dans l'ombre. « Ne crie pas, ma reine. Je viens de la part de celui qui connaît ton nom véritable. »
Ce fut ainsi qu'elle rencontra Silas, l'homme aux yeux divers, messager d'un passé oublié. Il l'emmena dans une crypte sous la tour, éclairée de torches fumantes. Là, au centre, un autel. Et sur cet autel, un parchemin brûlé, dont le reste du texte parlait d'une naissance cachée. Isabeau sentit son cœur ralentir. Elle lut son propre prénom, associé à une autre femme. Une sœur? Non. Une mère. Pas celle qu'elle avait connue, mais une femme qu'on avait effacée des archives. Une dame d'honneur tombée enceinte dans l'ombre d'un roi. Le roi Almaric. Silas murmura, « Tu n'es pas la fille du duc d'Ibelin. Tu es la fille du roi. » Un frisson glacial parcourut Isabeau. Elle se recula, défaillante. Cela ne pouvait être, et pourtant, cela expliquait tout. Le silence du roi, sa protection étrange, et surtout, l'obsession des conseillers à la faire disparaître après sa mort. Silas continua, « Tu es l'héritière légitime, l'unique. Mais ta naissance était une tâche. Le royaume a préféré un mensonge. On t'a donné à un autre père, puis offerte à ton vrai père comme épouse pour te neutraliser. » Isabeau chancela. Elle avait été mariée à son propre père. Une horreur indicible, une abomination. Mais ce n'était pas tout. Silas lui montra un second document, scellé. Le testament du roi. Dans ce texte, il reconnaissait Isabeau comme fille et comme successeur. Il lui donnait le trône. Mais le testament n'était jamais parvenu au conseil. Il avait été intercepté. Et maintenant, le trône allait à un cousin du roi, le duc Corval, un homme cruel, militaire, avide, et déjà couronné en secret. Isabeau comprit alors, elle n'était pas veuve, elle était une menace. Et dans quelques jours, quelqu'un reviendrait à la tour. Pas pour la nourrir, pour l'effacer. Elle retourna dans sa chambre, le parchemin caché contre sa peau. La lune était haute. Elle pensa à fuir, mais où? À qui faire confiance? Silas avait disparu, aussi silencieusement qu'il était venu. Dans l'ombre, elle sentit une rage froide naître. Le roi l'avait enfermée pour la protéger. Ses ennemis l'avaient enfermée pour l'étouffer. Elle devait choisir, mourir dans le silence, ou faire entendre son nom, le vrai. Mais à quel prix? Le matin du 15e jour, les corneilles tournoyaient au-dessus de la tour d'Estam. Isabeau les regardait sans ciller, une mèche de cheveux collée à son front. Elle n'avait presque pas dormi. Depuis la révélation de Silas, tout était devenu plus tranchant, plus menaçant. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne, pas même à sa mémoire. Ce que l'on avait construit en elle depuis sa naissance, cette vie, cette famille, ce nom, n'était qu'une illusion minutieusement orchestrée. Elle n'était pas Isabeau d'Ibelin, fille du duc. Elle était Isabeau d'Orval, fille illégitime du roi défunt, et épouse sacrifiée à ce même roi. Mais qui la croirait? Le testament était sa seule preuve. Et ce parchemin vieux et brûlé à moitié, elle l'avait cousu dans la doublure de sa robe. Chaque pas, chaque souffle, elle craignait qu'il ne se désintègre. Et pourtant, ce bout de papier était son unique espoir de survie, ou son arrêt de mort. À la tombée du jour, la serrure gronda, un bruit métallique, gras et lent. Ce n'était pas l'habituelle servante muette, ce n'était pas Silas. C'étaient deux hommes en noir, leurs visages couverts, leur démarche méthodique. Ils ne parlèrent pas. Ils se contentèrent de s'approcher, de tendre une missive scellée. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. Un ordre, du régent Corval. Elle devait être transférée à l'abbaye de Lismour pour prier pour l'âme du roi. Elle comprit, on l'exilait, ou pire, on l'emmenait pour l'éliminer à l'abri des regards. Elle n'eut qu'une heure pour se préparer, une heure pour choisir, fuir, parler ou se taire à jamais. Alors qu'on l'escortait dans le couloir étroit, elle sentit une brise étrange. Une tapisserie vibrait, comme si le mur respirait. Elle ralentit. Une main surgit, encore une fois. Silas. Cette fois, il n'attendit pas. Il la tira violemment à travers l'ouverture,
referma la pierre derrière eux. Les gardes n'avaient rien vu. Dans le passage souterrain, l'air était humide, les torches craquaient. Silas parla à voix basse. « Ils te veulent morte, mais tu as quelque chose que personne d'autre n'a. Tu as son sang, tu as sa volonté, et tu as des alliés. » Il la conduisit dans une salle oubliée sous la chapelle du château. Là, 3 personnes attendaient, une ancienne dame de compagnie de la reine-mère, un vieux chevalier à la main tranchée et un garçon à la peau d'ébène qui portait les armes d'un messager du Nord. Tous s'inclinèrent devant Isabeau. Ils savaient. La dame parla la première. « Tu es la fille du roi. Tu es la dernière flamme d'Orval. Si tu ne parles pas, l'obscurité gagnera. » Isabeau n'avait jamais mené une armée. Elle n'avait jamais lu un traité. Mais elle savait écouter. Elle savait voir. Elle était intelligente. Et désormais, elle n'avait plus rien à perdre. Elle montra le parchemin. Le vieux chevalier hocha la tête. « On peut en faire une copie, l'envoyer à la cour du Haut Conseil. Mais cela prendrait du temps. Trop de temps. » Alors Isabeau prit une décision. Le lendemain, à l'aube, elle exigerait audience publique. Elle révélerait son nom, son sang et sa vérité. Elle brûlerait sa honte pour en faire un étendard. Si elle devait tomber, ce serait debout. Silas, en silence, lui donna une dague. Si les mots ne suffisent pas. Elle ne répondit pas, mais elle la garda dans sa manche. L'aube se leva sur Orval comme une menace voilée. Le ciel était d'un gris de cendre, les drapeaux flottaient sans ardeur, et la cloche du palais sonna 3 fois, non pas pour célébrer, mais pour convoquer. Isabeau, vêtue de noir, traversa les couloirs du château, escortée par Silas et le vieux chevalier. Autour d'elle, les regards se détournaient. Certains reconnaissaient son visage. D'autres semblaient sentir ce que sa présence annonçait, un tremblement de terre silencieux. La salle du conseil était déjà pleine. Tous les barons d'Orval, les conseillers du régent Corval et même des prêtres venus bénir l'union du pouvoir et de Dieu. Au centre, le trône restait vide, symbole creux d'une royauté suspendue. Corval était assis à droite, la main sur une coupe d'or, l'œil méfiant. Lorsqu'il vit Isabeau, il eut un sourire glacé. « La veuve du roi nous honore. Que souhaite-t-elle si tôt? » Isabeau s'avança sans trembler. Elle ne salua pas. Elle parla. « Je ne suis pas la veuve, je suis la fille. » Un murmure parcourut la salle, semblable au frisson d'une lame tirée lentement. Corval haussa un sourcil. « Fille? De qui? »« D'Almaric d'Orval. » Le nom tomba comme une pierre dans un lac gelé. Elle sortit le parchemin de sa robe. Le vieux chevalier s'en empara et le lut à haute voix. Le roi y déclarait avoir engendré une fille hors mariage, née de dame Alénor de Lys, jadis dame de compagnie, et cette fille, nommée Isabeau, devait être reconnue en tant que telle. Le testament portait le sceau du roi et la signature du chancelier disparut peu avant la mort du souverain. Le silence fut total, puis Corval éclata de rire. Un rire sec, plein de dents. Un faux pathétique. Ce n'est qu'une manœuvre de plus, d'un groupuscule de nostalgiques. Un prêtre s'avança. Il examina le sceau, le parchemin, l'écriture. Il pâlit. Il est authentique. Alors tout changea. Corval bondit. Cela ne change rien, même si elle était sa fille. Elle n'est qu'une bâtarde. La loi interdit à une enfant illégitime d'hériter du trône. Isabeau le fixa droit dans les yeux. La loi interdit de cacher une héritière, d'étouffer un testament et d'emprisonner une reine. Vous avez violé toutes les lois. Un tumulte éclata. Des barons se levèrent. Certains protestaient, d'autres applaudissaient. 2 camps se formaient, comme 2 marées prêtes à s'affronter. Isabeau resta droite, le regard rivé sur le trône. Elle n'avait pas besoin de le prendre. Il venait à elle. Mais alors, dans le vacarme, un garde s'approcha d'elle. Trop vite, trop directement. Silas cria, mais trop tard. L'homme leva une lame courte, un assassinat,
en plein conseil. La dague de Silas fendit l'air. Le garde s'écroula, la gorge ouverte. Le silence revint, étouffant, écrasant. Corval se leva, furieux. « Ce n'est pas une audience, c'est un coup d'État! » Le vieux chevalier pointa son épée sur lui. « Ce n'est pas un coup d'État, c'est la vérité qui revient réclamer sa place. » Tanedi ici. Le conseil fut suspendu. Le haut prêtre exigea une enquête. Les portes furent fermées. Corval quitta la salle, entouré de ses hommes. Isabeau fut ramenée sous bonne garde, non plus comme prisonnière, mais comme potentielle héritière. Dans la nuit, elle s'effondra dans sa chambre, les mains couvertes de sang qui n'était pas le sien. Elle ne pleura pas. Elle regarda sa main, celle qui avait tenu la preuve, celle qui avait échappé à la mort. Elle savait maintenant que le plus dur ne serait pas de prouver qui elle était. Le plus dur serait de rester vivante assez longtemps pour le devenir. Le vent avait changé. Depuis l'audience, une tension nouvelle pesait sur chaque pierre du palais. Les couloirs jadis silencieux résonnaient de murmures hâtifs, de pas précipités. Les domestiques baissaient les yeux. Les gardes changeaient de position sans avertir. La nuit, les chandelles s'éteignaient plus tôt. C'était comme si le château lui-même retenait son souffle. Car désormais, la vérité rôdait dans ses murs, et ceux qui l'avaient niée pendant des années savaient qu'elle ne partirait plus. Isabeau restait dans ses appartements, mais elle n'était plus seule. Autour d'elle, les alliés se rassemblaient. L'ancienne dame de compagnie, silencieuse mais toujours alerte. Le chevalier sans main, qui passait ses journées à tracer les anciennes lois de succession. Et Silas, l'ombre fidèle, dont la lame avait déjà sauvé sa vie 2 fois. Mais même avec eux, Isabeau sentait que quelque chose clochait. Un vide, une attente, une menace suspendue, invisible mais bien réelle. Le conseil n'avait pas encore tranché. Le haut prêtre exigeait des vérifications. Corval avait disparu de la cour pendant 2 jours entiers, puis était revenu avec une escorte doublée et un regard plus froid que la mort. Il n'attaquait plus ouvertement. Il souriait. Et c'était bien plus dangereux. Un soir, alors que la pluie tombait comme des lames sur les vitres, Isabeau reçut une missive anonyme. Aucun sceau, aucune signature. Juste une phrase. « Il y a un traître dans ton cercle. » Elle resta figée. Qui? Comment? Pourquoi maintenant? Elle pensait avoir gagné en dévoilant la vérité, mais ce message prouvait le contraire. Le véritable combat ne faisait que commencer. Elle convoqua Silas. Ensemble, ils révisèrent chaque mouvement, chaque parole, chaque regard de ses compagnons. Tous semblaient fidèles. Pourtant, quelqu'un transmettait des informations à Corval, car ce dernier, étrangement, savait toujours où frapper. Une tentative de fouille dans sa chambre, une dénonciation anonyme au conseil, une embuscade évitée de peu au détour d'un escalier. Trop de coïncidences. La nuit suivante, elle fit semblant de dormir. Elle laissa sa porte entr'ouverte, sa lampe allumée, ses pas fins de lourdeur. Puis elle se cacha derrière une armoire, et elle attendit. Aux premières heures, un bruit, léger, contrôlé. Quelqu'un entra. Une silhouette fine, rapide. Elle alla directement vers le tiroir où Isabeau avait laissé un faux parchemin, une copie modifiée du testament. Isabeau bondit hors de sa cachette. La silhouette sursauta, mais elle fut plus rapide. Elle jeta un couteau. Isabeau évita de justesse, se coupa légèrement à l'épaule, mais attrapa le pan de la cape. La lumière révéla un visage qu'elle connaissait, la dame de compagnie. Elle n'eut pas besoin d'explication. Le regard de la femme, entre terreur et honte, en disait long. « Je ne voulais pas te trahir. Mais ils ont mon fils. Si je n'obéissais pas, ils le tueraient. » Tom. Isabeau, haletante, sentit la brûlure de la trahison dans sa gorge. « Et tu aurais préféré me tuer? » La femme se mit à genoux. « Non, seulement te voler le faux parchemin. Je croyais que c'était ça, seulement ça. » Silas entra à ce moment-là. Il la désarma. Isabeau détourna les yeux.
Elle ne pouvait pas supporter la vue de cette femme qu'elle avait traitée comme une mère. Elle comprit alors. Dans ce jeu de pouvoir, même l'amour était une arme, même la loyauté avait un prix. Le lendemain, Isabeau ne parla pas de la trahison. Elle annonça simplement que ses appartements étaient désormais interdits à tous, sauf aux gardes personnels. Elle fit garder le vrai testament dans une boîte scellée, confiée au haut prêtre. Mais la blessure restait ouverte, car si une femme qu'elle aimait pouvait être retournée, combien d'autres? Et Corval, que préparait-il encore? Ce qu'elle ignorait, c'est que dans un village au nord du royaume, un feu venait d'être allumé dans la nuit, un signal ancien, un appel à la guerre, et ce feu portait son nom. Le vent venait du nord, chargé d'une odeur de cendres et d'écorce brûlée. Ce n'était pas un simple feu de bois, c'était un signe, un appel. Depuis des siècles, les barons des marches boréales utilisaient ces signaux pour annoncer les soulèvements. 3 flammes sur une colline, déclaration d'hostilité, et celui qui avait allumé ce brasier connaissait la tradition. Il voulait que le royaume entier sache, le sang allait couler. Isabeau reçut la nouvelle au petit matin, par un messager éreinté. Le baron de Caldron, vieil ennemi de Corval, refusait de reconnaître l'autorité du régent. Il réclamait une audience avec la fille du roi, et dans sa lettre, il employait les mots exacts. « Nous marcherons si elle lève l'étendard. » Cela signifiait une seule chose, guerre civile. Silas, toujours près d'elle, ne dit rien. Le vieux chevalier, lui, prit d'une grande inspiration. C'est le moment. Soit vous acceptez leur soutien et vous entrez dans l'histoire, soit vous refusez et vous serez oubliée ou morte. Mais Isabeau hésitait. Elle n'était pas une guerrière. Elle n'avait jamais levé une lame sur un champ de bataille. Elle savait lire les textes anciens. Elle savait décoder les silences d'un conseil, mais elle ignorait tout de la guerre. Et pourtant, c'était peut-être la seule voie. Car Corval, lui, préparait déjà la sienne. Des éclaireurs confirmèrent que ses troupes quittaient la capitale une à une, sous prétexte de protéger les routes. En vérité, il positionnait ses hommes, encerclait les citadelles neutres, coupait les voies de ravitaillement. Il voulait isoler Isabeau, l'asphyxier. Alors elle décida. Elle envoya un message à Caldron. « Je viendrai, mais pas comme une ombre, comme une héritière. » Elle se rendit dans les appartements du roi défunt. Personne n'y était entré depuis sa mort. L'air y était lourd, figé. Elle ouvrit une malle oubliée, recouverte de toiles d'araignée. Au fond, elle trouva une cape noire brodée de fils d'argent, l'emblème du dragon d'Orval, le manteau royal. Elle le revêtit. Lorsque les soldats de Caldron arrivèrent pour la chercher, elle descendit les marches du palais avec lenteur, droite comme un glaive, la tête haute. La foule s'amassa sur son passage. Certains se signaient, d'autres criaient son nom. Pour la première fois, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, le peuple. Pas les courtisans, pas les espions, mais les gens simples. Et dans leurs yeux, elle lut une chose que Corval ne pourrait jamais acheter, l'espoir. Elle partit vers le nord avec une escorte réduite mais fidèle. Silas, le chevalier sans main, quelques gardes loyaux et un messager pour les villages. La route était longue, ponctuée de ruines, de silence et de regards méfiants. Mais à chaque village traversé, les nouvelles couraient plus vite qu'eux. La fille du roi arrive. Et les portes s'ouvraient. Le baron Caldron l'accueillit au pied de sa forteresse, les genoux à terre. Il était vieux, usé par les guerres passées, mais ses yeux brillaient. « Mon roi n'est plus, mais sa lignée vit, et j'ai vu trop de faux souverains pour ne pas reconnaître la vérité quand elle marche jusqu'à moi. » Qui? Isabeau entra dans la salle du trône de Caldron, non pas pour s'y asseoir, mais pour y parler. Elle ne promettait pas des terres, elle ne jurait pas vengeance, elle racontait son histoire, ce qu'on lui avait volé, ce qu'on lui avait caché, ce qu'elle avait vu et ce qu'elle voulait bâtir. Un royaume de justice, pas de peur. Cette nuit-là, 3 autres barons rejoignirent sa cause. Le lendemain, 2 cités ouvrirent leurs greniers pour ses troupes. Et à midi,
Un premier étendard fut hissé sur la tour de Caldron, le dragon noir d'Orval, avec pour la première fois un lys blanc brodé au cœur, le symbole de la paix par le feu. Mais au même moment, dans les souterrains du palais royal, Corval jurait devant ses généraux: « Si elle se croit reine, alors elle goûtera à la couronne, de fer et de sang. » Le sol était gelé. Les bottes s'y enfonçaient comme dans une terre morte. Le ciel, sans lune, étouffait la clarté des torches. Isabeau, sur sa monture, observait la plaine de Dormel, là où la première bataille allait se jouer. Elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Le froid la mordait jusqu'aux os. Mais elle restait là, droite, son regard plongé dans les ténèbres. En face, les troupes de Corval s'étaient déployées silencieusement. On ne voyait pas leur visage, seulement le reflet de leurs lances. Aucun cri, aucune clameur, juste l'attente. La guerre moderne n'avait plus de tambour. Elle avait le silence pour tambour et le sang pour musique. Caldron s'approcha, son armure grise tachée de neige. « C'est un piège, souffla-t-il. Il ne veut pas nous vaincre. Il veut nous humilier. » Isabeau hocha la tête. Elle le savait. La stratégie de Corval n'était pas celle du conquérant, mais du bourreau. Il voulait la capturer vivante, l'exhiber comme une fausse reine, un souvenir embarrassant d'un roi sénile. Et ensuite, l'oublier. La faire disparaître dans une abbaye ou sous une tombe sans nom. Mais elle n'était plus la fille silencieuse d'un duché oublié. Elle ordonna l'avancée. Ses troupes n'étaient pas nombreuses. 1/3 des hommes de Corval, peut-être moins. Mais elles avaient une chose que les autres n'avaient pas, une cause. Et cette cause avait un visage, le sien. Les premiers chocs retentirent comme des coups de tonnerre. Fer contre fer, boucliers brisés, cris déchirés. Isabeau, resté à l'arrière, observait chaque mouvement. Les lignes vacillaient, puis un cri, un étendard tombé et une brèche. Corval lança alors sa cavalerie. Une manœuvre classique. Ils déferlèrent comme une vague noire. Isabeau vit les siens céder du terrain. Elle sentit la peur, l'ancienne, revenir dans sa gorge. Mais c'est là que Silas intervint. Dissimulé dans les bois, avec une poignée d'archers et de piquiers, il lança l'attaque latérale. Une pluie de flèches faucha la cavalerie ennemie. Des chevaux s'effondrèrent, des cavaliers crièrent. Puis la contre-charge de Caldron s'abattit sur le flanc déstabilisé. Le terrain devint une mêlée sanglante où plus personne ne distinguait alliés d'ennemis. Isabeau n'y tint plus. Elle descendit de cheval, prit une lame et marcha. Elle n'avait jamais combattu, mais elle marcha. Sur le champ de bataille, sa présence eut l'effet d'un souffle ancien. Les soldats levèrent les yeux. Ils virent non pas une enfant ou une veuve, mais une reine. Une silhouette droite dans la boue, tenant son épée comme on tient une vérité. Les lignes de Corval plièrent, puis rompirent. À midi, le silence revint. Les corbeaux descendirent. Et sur le sol, on compta les morts. Isabeau marcha parmi les cadavres. Elle reconnut des visages. Certains avaient souri pour elle 2 jours plus tôt. D'autres avaient pleuré dans la nuit. Le sang faisait des ruisseaux dans la neige. Mais ce n'était pas une victoire. C'était une fracture. Car dans la tente des blessés, elle apprit une chose terrible. Silas avait disparu. Son groupe n'était jamais revenu. Aucune trace. Aucun corps. Seulement une dague plantée dans un tronc d'arbre portant un message. Tout ce que l'on croit solide peut être creux, même la loyauté. Elle relut la phrase 3 fois, puis elle se tourna vers Caldron. « Je veux qu'on le cherche, vivant ou mort. » Mais au fond d'elle, elle savait. Il n'avait pas disparu. Il s'était volatilisé avec un secret, un mensonge peut-être, ou une vérité encore plus lourde que le testament du roi. Et pendant ce temps, dans la forteresse de Corval, un banquet silencieux se tenait. Le régent levait une coupe, seul, devant un miroir, et dans l'ombre derrière lui, un homme aux yeux d'hiver le regardait sans mot dire. La neige tombait plus épaisse que jamais. Le silence couvrait le campement comme un suaire. Après la bataille de Dormel, les hommes pensaient leurs blessures dans l'humidité et l'attente. Isabeau restait enfermé dans sa tente, le regard figé sur la lame que Silas lui avait laissée bien des semaines plus tôt.
Elle la retournait entre ses doigts, lentement, comme si elle pouvait encore y lire une vérité enfouie dans le métal. Les patrouilles revinrent les unes après les autres. Aucune trace, aucun corps. Juste cette dague fichée dans un tronc et cette phrase énigmatique. Chaque heure qui passait pesait davantage que la précédente. Mais ce n'était pas le deuil qui la rongeait. C'était le doute. Silas avait été son ombre, sa lame, sa mémoire parfois. Mais qui était-il vraiment? D'où venait-il, au juste? Il disait avoir servi la cour secrètement. Il connaissait tous les passages, les manuscrits interdits, les règles oubliées du royaume. Mais jamais il n'avait parlé de lui, ni de famille, ni de passé, ni d'avenir. Et si son silence était une construction, un rôle? Cette nuit-là, Isabeau convoqua le vieux chevalier. Elle lui montra la dague, puis la note. Il fronça les sourcils. « Ce n'est pas l'écriture de Silas, dit-il. Et cette lame, elle n'est pas du nord. Elle est de Galdemer, le royaume voisin. » Elle se figea. Galdemer, l'ennemi héréditaire d'Orval. Un royaume déchu, affamé de conquêtes, vaincu autrefois par Almaric, son propre père. Et si Silas n'était pas un allié, mais un agent, envoyé pour semer le chaos dans la succession d'Orval, pour pousser la bâtarde du roi sur le trône, puis l'écraser de l'intérieur? Elle se leva brusquement. Faites sceller toutes les lettres échangées avec lui, les copies des manuscrits, les sceaux, tout. Le chevalier hocha la tête et s'exécuta. Au petit matin, 2 messagers arrivèrent du sud. Ils avaient intercepté une troupe en mouvement. 15 hommes, vêtus comme des éclaireurs orvaliens, mais portant des insignes modifiés. À leur tête, un homme au visage dissimulé, aux ordres tranchants, au silence bien trop calculé. Silas. Il ne se cachait plus. Il menait. Et il ne revenait pas. Isabeau s'enfonça dans un mutisme glacial. Ce n'était pas la trahison d'un général, c'était celle de l'unique être auquel elle avait confié ce qu'elle ne disait même pas à elle-même, sa peur, sa solitude, son fardeau. Elle comprit alors que cette guerre n'avait plus qu'un front. Elle en avait 2. Le premier, visible, Corval, ses armées, son ambition nue. Le second, souterrain, la manipulation, les faux alliés, la désinformation. Et Silas était désormais au centre. Le conseil de guerre fut convoqué. Caldron proposa de lancer une attaque vers Galdemer, de prévenir l'éventuelle invasion. Le chevalier, lui, suggérait de resserrer la sécurité, d'attendre une nouvelle erreur. Mais Isabeau savait. Elle devait confronter cette trahison elle-même. Elle demanda à partir seule. Un refus immédiat. Elle insista. Elle partirait sous une autre identité, escortée de 2 fidèles vers la frontière. Là, elle chercherait la vérité. Ou la fin. Dans la nuit, elle s'habilla en homme, couvrit ses cheveux, se fondit parmi les gardes et quitta le campement par un sentier oublié. Le voyage dura 2 jours. À travers les bois gelés, les fermes abandonnées, les pierres ensanglantées par d'anciennes escarmouches, et au soir du 3e jour, elle le vit. Silas, autour d'un feu, le visage découvert. Il leva les yeux. Il ne sembla pas surpris. « Je savais que tu viendrais. » Isabeau s'avança, lentement, l'épée à la main. « Tu m'as trahi, dit-elle. » Il sourit, tristement. « Je t'ai protégé, plus que tu ne sauras jamais. » Elle serra le manche de son épée. « Alors explique. » Silas leva les paumes. « Pas ici, pas ainsi. Il y a un 3e roi, et tu n'as encore rien vu. » Isabeau resta immobile. Le feu dansait entre elle et Silas, jetant sur son visage des ombres d'hommes et de démons à la fois. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait bâti, se tenait maintenant suspendu sur une seule phrase. « Il y a un 3e roi. » Elle avança d'un pas, la voix tranchante. « Qui? Quel roi? Mon père est mort. Corval n'est qu'un régent, et moi je suis l'unique héritière. Il n'y a pas de 3e roi. » Silas secoua doucement la tête.
Tu crois que cette guerre est née de ton testament? Tu crois que Corval agit seul? Tu crois que Galdemer veut ta couronne? Non, Isabeau. Ce n'est pas ainsi que se manipule un royaume. Ce que tu vis n'est qu'un chapitre, un effet secondaire. Il tendit une bourse. À l'intérieur des sceaux, des lettres et un médaillon brisé. Il y a 15 ans, continua-t-il, un fils illégitime est né à la frontière de Galdemer et d'Orval, un enfant d'un sang double. Sa mère fut assassinée pour avoir parlé. Son père, un ancien frère du roi Almaric, a fui et s'est caché dans les montagnes. Cet enfant a été élevé dans l'ombre, formé, endurci, manipulé. On l'a nourri de vengeance et on lui a dit un jour qu'il était roi, le seul, le vrai. Isabeau ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Silas reprit. Cet enfant est aujourd'hui un homme. Il a des partisans, des espions, des armes. Il a même des bénédictions secrètes de certains hauts prêtres. Il prétend être le fils aîné d'Almaric, et donc l'héritier avant toi. Mais il est né hors mariage, siffla Isabeau. Et toi aussi. Le silence se brisa en elle comme du verre. Silas se leva, lentement. Le conseil ne veut pas d'une reine. Il ne veut pas de toi. Il ne veut pas de Corval non plus. Il veut un homme, un roi, n'importe lequel, tant qu'il est malléable. Et ce troisième roi l'est. Isabeau sentit le froid entrer par sa peau, par sa chair, jusque dans ses os. Tu travailles pour lui. Silas baissa les yeux. Je travaillais pour lui. Jusqu'à toi. Elle serra les poings. Alors pourquoi m'avoir protégé? Pourquoi m'avoir sauvé à Dormel? Pourquoi t'être battu pour moi? Il leva les yeux vers elle. Parce que tu n'étais pas ce qu'il disait. Tu n'étais pas une enfant gâtée, ni une marionnette. Tu as douté. Tu as choisi. Tu as pleuré. Et tu t'es levé. Je voulais voir jusqu'où tu irais. J'ai trahi, oui, mais je suis resté pour comprendre si tu valais mieux que lui. Et maintenant? Maintenant? Ils marchent vers Orval. Dans 2 jours, ils seront à tes portes. Corval ne le sait même pas. Il est trop occupé à écraser tes barons. Il croit que tu es le seul danger. Mais le vrai coup d'État vient d'ailleurs. Isabeau ferma les yeux. Tout s'imbriquait. Les retards de Corval, les messages interceptés, les désertions inexpliquées, même la trahison de la dame de compagnie. Ce n'était pas Corval le maître du jeu, c'était l'ombre derrière eux tous. Elle regarda Silas. « Et moi? Qu'est-ce que je suis dans cette partie? » Il s'approcha, posa une main sur sa lame. « Tu es la pièce imprévisible, la seule qu'ils n'avaient pas prévue. Tu peux encore changer la fin. » « Comment? » Il tendit le médaillon brisé. En le confrontant, face à face, toi et lui, 2 enfants illégitimes, 2 héritiers invisibles, 2 vérités, une seule couronne. Isabeau prit le médaillon. À l'intérieur, 2 lettres entrelacées, A et I. Almaric. Isabeau. Ou Almaric. Ignare. Le nom du roi secret. Elle se redressa. Alors conduis-moi à lui. L'aube était rouge, pas celle des poètes, pas celle des promesses, rouge de feu, de sang et de poussière. Depuis les hauteurs de Mont-Flamme, Isabeau voyait les flammes lécher les tours des fermes du sud. En contrebas, les troupes du roi secret avançaient, ordonnées, silencieuses, comme si la guerre n'était plus qu'un rite ancien, froid, mécanique, et au centre, sur un destrier blanc, un homme encapuchonné, tenant une bannière sans armoirie, une bannière vierge, prête à recevoir un blason nouveau, ou une tache de sang. Ignare. Le 3e roi. Isabeau était là, droite, cuir sombre, cape noire brodée du lys blanc d'Orval. À ses côtés, le vieux chevalier, un flambeau à la main. Devant elle, les hommes du Nord, fatigués, blessés, mais debout. Tous attendaient, tous savaient. Ce jour-là, le trône serait scellé par une dernière rencontre. Elle ordonna qu'on ne lève pas l'épée. Elle s'avança seule. Le silence entre les 2 armées était absolu. Même les corbeaux, même le vent se taisaient. Puis, lentement, Ignare mit pied à terre.
Il ôta sa capuche. Son visage était jeune, trop jeune, à peine plus âgé qu'elle. Mais ses yeux étaient anciens, lourds de rancune et d'intelligence. Il ne sourit pas. « Tu es venu seul, dit-il. Je suis né seul. Tu aurais pu fuir. J'ai hérité d'un royaume, pas d'une tanière. » Il hocha la tête. « Et maintenant? » Elle tira le médaillon. « Il nous a laissés, tous les deux, deux erreurs, deux armes. Tu veux le trône pour venger ton sang. Je veux le trône pour sauver ce qu'il reste. Tu crois encore qu'on peut sauver Orval? Je crois qu'on peut empêcher qu'il meure 2 fois. Une fois par le fer, une fois par l'oubli. » Un silence. Long. Intenable. « Sais-tu pourquoi ils me suivent? » demanda Ignare. « Par peur. Ou par lassitude. Non. Parce que je leur promets un monde sans trône. Un monde où aucun enfant ne sera vendu pour une paix. Où aucune femme ne sera mariée à son propre père. » Les mots frappèrent Isabeau comme des pierres. Il savait. Toutes. « Ce n'est pas toi contre moi, dit-il. C'est l'ancien monde contre l'avenir. » Elle serra les dents. « Et si ton avenir n'était qu'un autre mensonge? Une couronne sans nom vaut-elle mieux qu'un trône usé? » Il tendit la main. « Rejoins-moi, nous détruirons tout et nous recommencerons. » Elle le regarda, longtemps, et elle recula. « Non, je ne suis pas venu pour détruire. Je suis venu pour rester, pour porter les cicatrices, pas pour les effacer. » Le silence se fissura. Alors Ignare dégaina. Elle fit de même, mais avant que les lames ne s'entrechoquent, un sifflement fendit l'air. Une flèche. Venue de l'arrière. Ignare vacilla. Un garde de Corval, embusqué dans la foule, venait de trahir les 2 camps. Silas surgit des ombres, trop tard. Il abattit le traître, mais Ignare était déjà à genoux. Isabeau courut. Elle le rattrapa. Du sang coulait de sa poitrine, rouge foncé. Il murmura « Tu vois, même quand on choisit de ne pas se battre, la guerre décide pour nous. » Elle serra sa main. « Dis-leur que j'ai refusé de devenir leur roi, que je voulais, juste, vivre libre. » Et il mourut, le regard fixé vers le ciel qui s'éclaircissait enfin. Des années plus tard, dans les chroniques d'Orval, on parla de la reine de la cendre, celle qui avait survécu à 3 trônes, celle qui avait enterré 2 rois sans jamais verser une larme devant ses sujets, celle qui, un jour, devant tout le conseil, avait brisé sa propre couronne pour forger une charte. On dit qu'elle ne régna pas comme une reine, mais comme une mémoire, qu'elle ne se remaria jamais, qu'elle parlait souvent à l'aube, seule, à l'endroit même où Ignare était tombé, et qu'un jour, sans bruit, elle disparut, comme une cicatrice qui, enfin, accepte de s'effacer.